le nouvel an, mon fils m'a offert une serpillière devant toute la famille et m'a dit de ne pas oublier ma place. Tout le monde a éclaté de rire, mais après les 12 coups de minuit, j'ai fait une annonce qui a fait disparaître l'ambiance festive chez tout le monde parce que « Bonjour mes chers auditeurs, merci d'être venus sur ma chaîne. Si vous aimez les histoires de vie, abonnez-vous s'il vous plaît et mettez un like à cette vidéo. J'adore lire vos commentaires, surtout quand vous me dites de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Et maintenant, installez-vous confortablement. Bonne écoute. Le 31 décembre, par la fenêtre de la cuisine, une neige épaisse tombe lentement, comme à contre-cœur. Elle se pose sur les larges branches des sapins, sur le toit du sauna, sur les plates-bandes figées dans leur sommeil hivernal que j'ai soigné tout l'été. Dans la maison règne le silence, ce silence ordinaire qui est le mien. Il est dense et chaleureux, embaumé par l'odeur de la pâte levée, des aiguilles du sapin qui trônent dans le grand salon et un peu de la fumée du poêle. Je suis seul. À mes 82 ans, la solitude des jours ordinaires n'est pas une punition, mais une bénédiction. Dans ce silence, j'entends ma propre respiration, j'entends respirer la maison que nous avons construite avec mon défunt mari, Mathieu, brique par brique, poutre par poutre. En semaine, cette maison est mienne. Elle m'obéit, répond à chacun de mes mouvements. Une lame du parquet grince en guise de salut. Le poêle ronronne comme un chat repu. Mais bientôt, tout va changer. Bientôt, le silence se brisera comme un verre fin. À sa place viendra le bruit, le tumulte, l'agitation. La famille arrive. Mon fils, Rodolphe, avec sa femme Marine, leur fille, ma petite-fille Sophie, et une dizaine d'autres parents et amis. 16 personnes en tout. Je prépare pour tout le monde. Dans le four, l'oie farcie aux pommes rôtit déjà, dorée à point. Sur la véranda, au froid, le pâté en croûte se fige dans de grands bols émaillés. Une montagne de salade russe, un bassin de harengue sous la fourrure, des petits pains farcis aux choux et aux pommes de terre, déjà disposés sur des torchons, en train de refroidir. La table du grand salon est couverte de ma plus belle nappe, celle avec la broderie. Je l'ai brodée encore, jeune fille. Je me souviens de chaque point. Parfois, dans ce silence, je pense que ma vie s'est divisée en deux. L'une calme, mesurée, la mienne propre. L'autre pour eux. Une vie des week-ends et des fêtes. Elle est faite de leurs voix fortes, de leurs demandes qui sonnent comme des ordres, de leurs affaires éparpillées et de la vaisselle sale que je range dans la nuit du dimanche au lundi, quand ils repartent en ville, épuisés par leur repos. Il y a une semaine, j'ai surpris par hasard une conversation téléphonique de Marine. J'étais sorti dans le vestibule pour chercher du bois et elle était sur le perron, fumant sa cigarette fine, parlant fort à une amie sans se gêner. Oui, où irions-nous sinon pour le nouvel an? Bien sûr, à la maison de campagne. La vieille a déjà tout préparé, la table est dressée. C'est comme un hôtel gratuit, mais avec de la cuisine maison en plus. Le mot « vieille » m'a piqué comme une fine aiguille de glace sous la peau. Pas maman, pas Aglaé Bertrand, juste la vieille, comme une fonction, comme un meuble. J'ai figé derrière la porte, écoutant mon cœur. Il a battu une fois, 2 fois, régulièrement, calmement. Je ne suis pas sorti, je n'ai rien dit. Je suis revenu discrètement dans la maison, dans la chaleur de la cuisine. À quoi bon? Ça n'aurait rien changé. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Je me suis convaincu que c'était pour Sophie, pour ma petite, la seule qui, en arrivant, m'embrasse d'abord avant d'aller voir son pommier préféré. Et les voilà arrivés. Le crissement des freins, les claquements de porte, et dans ma maison chaude et tranquille a irrupté l'air glacial et un bruit exigeant, étranger. « Maman, où es-tu » accueille les invités. C'est Rodolphe, mon fils. À 55 ans, il est toujours comme un gamin à qui tout est dû. Aglaé, avez-vous des pantoufles libres? Ces bottes me fatiguent les pieds. C'est Marine, la belle-fille. Elle prend déjà les commandes dans l'entrée, indiquant où poser les sacs de champagne et les gâteaux achetés à la hâte à la station-service. Ils n'ont pas apporté de maison avec eux. Ils ont apporté une gare. Bruit, agitation, vacarme. Personne ne m'a embrassé. On m'a juste poussé comme une chaise qui gêne le passage. Silencieusement, je suis retourné à la cuisine. Mon territoire,
ma forteresse. Mais même ici arrivaient leurs voix, leurs rires, leurs disputes sur la musique à mettre. La fête a commencé. J'apportais les plats à table, l'oie, les petits pains, les salades. Je servais, débarrassais, souriais. J'étais la maîtresse de maison, mais je me sentais comme une domestique. Ils portaient des toasts pour l'année qui s'en va, pour la santé, pour le succès. Fort, joyeusement, en trinquant au-dessus de ma nappe brodée. J'étais assise en bout de table, mais comme si je n'existais pas. J'étais le décor de leur fête, transparent, muet. Après quelques toasts, Rodolphe, rougi par le champagne et son importance, a claqué des mains. Et maintenant, attention, les cadeaux. Tout le monde s'est agité, excité. Marine a sorti des paquets, distribuant un pull à l'un, un parfum à l'autre. Et Rodolphe, avec un sourire malin, s'est levé et s'est approché de moi. Dans les mains, quelque chose de long, maladroitement emballé dans du papier cadeau. Et ça, il a fait une pause pour que tous nous regardent, c'est notre cadeau principal. Pour notre maman, pour la maîtresse de cette maison. Il me l'a tendu. C'était léger, presque sans poids. J'ai pris le paquet. Le papier a crissé. J'ai déballé. À l'intérieur, une serpillière, la plus bas de gamme, en plastique bleu criard, avec un chiffon blanc sale au bout, du genre qu'on vend en magasin de bricolage pour 3 sous. Elle reposait sur mes genoux, étrangère, hideuse. Le silence dans la pièce n'a duré qu'une seconde. Puis, Rodolphe a dit, fort, pour que les 16 personnes entendent, « C'est pour toi, maman, pour que tu n'oublies pas ta place. » Et il a éclaté de rire, fort, satisfait. Marine l'a suivi, poussant un cri aigu en couvrant sa bouche. Un cousin a ricané, un autre a souri, mal à l'aise, détournant le regard. Seule Sophie, ma petite fille, assise en face, regardait son père. Son visage était blanc comme de la craie, et dans ses yeux se lisait une horreur et une honte, telle que j'ai cru un instant que c'était elle, pas moi, qu'on venait de blesser au plus profond. À cet instant, le monde a changé pour moi. Tout le bruit à table, les rires, les tintements de verre, tout est devenu visqueux, distant, comme filtré par une épaisse couche d'eau. Puis, ça s'est tu complètement. Dans mes oreilles ne restait qu'un tintement fin et aigu. La chaleur du poêle qui me réchauffait le dos toute la soirée a disparu. J'ai eu froid, pas juste frais. Un froid tombal, envahissant, s'est répandu de ma poitrine dans tout mon corps. On dit que le cœur se brise de douleur. Le mien ne s'est pas brisé. Non, il s'est gelé, réduit à une pierre froide, lisse, lourde. Et dans ce silence tintant et ce vide glacé intérieur, quelque chose a cliqué, fort et définitif, comme un interrupteur sur un vieux compteur électrique. La lumière qui brillait pour eux toutes ces années. La lumière de mon amour, de ma patience, de mon espoir. S'est éteinte. J'ai levé les yeux de la serpillière vers le visage souriant de mon fils. Il attendait ma réaction, attendait que je m'embarrasse, que je feigne l'offense, puis que je joue le jeu de sa blague. Lentement, très lentement, j'ai souri en retour. Un sourire tendu, étiré sur les traits figés de mon visage. « Merci, Rodolphe », ai-je dit. Ma voix a sonné plat, presque indifférent, comme c'est attentionné. Je me suis levé, j'ai pris cette serpillière en plastique et, sans regarder personne, j'ai traversé la pièce. Mes mouvements étaient lents, précis, presque gracieux. Je suis allé au coin près de la porte. J'ai posé la serpillière contre le mur avec soin et je suis revenu à table, en silence. Personne n'a plus ri. Je me suis assise à ma place en bout de table. Le bruit de la fête est revenu, mais pour moi il avait changé. Il était plat, bidimensionnel, comme une image sur un vieux téléviseur. Je voyais les lèvres des invités bouger, j'entendais des bribes de rire, mais les mots ne formaient plus de sens. C'étaient juste des sons, des coquilles vides. Je me déplaçais parmi eux comme un fantôme à son propre banquet. Voilà le cousin de mon mari, Simon, qui tend son verre vide. Je prends la bouteille et verse silencieusement de la vodka. Voilà sa femme qui tend la main par-dessus la table pour le saladier. Je le rapproche. Je souriais quand quelqu'un racontait une blague. Je hochais la tête quand on portait un toast. Mon corps agissait par habitude, apprise au fil des décennies. Il savait comment être hôtesse, comment plaire,
comment créer du confort pour les autres. Et moi, j'observais tout ça de l'extérieur, depuis le silence glacé qui s'était installé dans ma poitrine. Mes yeux étaient là, à table, mais je regardais à travers eux, au fond des années passées, des années de travail inlassable, de conserves infinies pour l'hiver, de sols lavés et de tables dressées. Avant, je pensais que c'était de l'amour, que c'était mon sacrifice sur l'autel de la famille. Mais maintenant, après cette serpillière, j'ai compris que ce n'était pas un sacrifice. Un sacrifice est apprécié. C'était juste de l'exploitation. Dans ma tête, avec une clarté chirurgicale froide, des images surgissaient. Voilà, 3 ans plus tôt, je retire presque tout de mon livret d'épargne, mes économies pour mes funérailles, pour payer la réparation de la voiture de Rodolphe. Il était arrivé contrarié, se plaignant que le garage avait demandé une fortune. « Maman, tu comprends? Sans voiture, c'est comme sans jambes. Et avec Marine, chaque centime compte en ce moment. On planifie des vacances. » Je comprenais. J'ai toujours tout compris. Je lui ai donné l'argent, et cet hiver-là, j'ai porté mon vieux manteau parce qu'il ne restait plus pour en acheter un neuf. L'humiliation de la serpillière n'était pas une insulte. Non, c'était un diagnostic, précis et impitoyable sur mon état. Les médecins posent un diagnostic pour prescrire un traitement, et mon fils, sans le savoir, m'a donné la recette. Il n'a rien dit de nouveau. Il a juste verbalisé ce que j'étais devenu pour eux. Je n'étais plus mère, grand-mère, chef de famille. J'étais une fonction, un service gratuit attaché à la maison de campagne. Cuisinière, femme de ménage, jardinière, la vieille éternelle infaillible chez qui tout est toujours prêt. J'ai soudain rappelé très clairement Mathieu, mon mari. Le jour où nous venions de finir de construire cette maison, il avait apporté d'une pépinière un petit plant de cèdre, un tout fin brun. Nous l'avons planté près du portail. Mathieu s'est essuyé les mains sur son pantalon, m'a enlacé par les épaules et, regardant la maison, le jardin, ce plan, a dit « C'est ta forteresse, Aglaé, la tienne. Ne laisse jamais personne te transformer en domestique ici. » Le cèdre a grandi en un arbre immense, puissant. Et moi, j'ai laissé faire. De mes propres mains, j'ai transformé ma forteresse en auberge et moi en servante muette. J'ai levé les yeux de mon assiette à laquelle je n'avais pas touché. Mon regard a glissé sur la table. Voilà Marine qui se vante d'un nouveau pull à une amie. Le pull est beau, en cachemire. Sans doute cher. Et voilà Rodolphe qui discute animément avec Simon de Pêche de sa nouvelle canne high-tech. Je savais combien coûtait cette canne. Et ce pull, il valait exactement 4 000 €. Chaque 5 du mois, j'allais en ville, à la banque. Je retirais de mon compte où arrive ma pension de veuve substantielle pour Mathieu, héros décoré. Et où? J'économisais depuis des décennies tout ce que je pouvais, exactement 4 000 €, et je les virais sur la carte de Rodolphe. Il appelait ça un complément à sa retraite. « Maman, qu'est-ce que tu as besoin toute seule ?» Et pour nous, c'est un coup de pouce. Ils pensaient que je leur envoyais des miettes. Ils ignoraient que ce complément était toute leur vie insouciante. C'était le crédit payé pour leur voiture étrangère, leurs vacances en Turquie, les bottes de Marine et les cannes de Rodolphe. Et moi, je vivais sur le reste, économiquement, modestement, comme j'y étais habitué. Toute seule, je n'ai besoin de rien. Cette pensée ne me faisait plus mal. Elle s'ajoutait juste comme une pierre froide, polie, au fondement de ma nouvelle résolution. En moi, pas de colère. La colère est chaude, bouillonnante. Chez moi, tout était figé. Des années d'offenses avalées, de mots tus, de travail ignoré, tout s'était compressé, cristallisé en un diamant unique, parfaitement pur et dur, le diamant de ma volonté. Et à cet instant, mon regard a croisé celui de Sophie. Elle était assise en face, ne mangeait pas, ne buvait pas, me regardait seulement. Dans ses yeux de 17 ans, j'ai vu tout. Pas de pitié qui humilie. Autre chose, une honte brûlante, adulte, pour ses parents, et une indignation pure, juste. Elle me regardait comme pour demander pardon pour eux, pour leur aveuglement, leur cruauté. Ce regard a été la goutte de trop. Il a confirmé que je n'étais pas folle, que j'avais tout compris correctement. Merci, ma petite, tu as tout vu, tu as tout compris.
Ce regard m'a infusé la dernière dose d'acier. L'horloge murale à coucou, vieille, encore celle de Mathieu, a sonné 11h30. Les invités se sont animés, parlant du discours du président, vérifiant si le champagne était frais. Et moi, je regardais la longue aiguille des secondes qui mesuraient inexorablement les dernières minutes de l'année ancienne, les dernières minutes de ma vie ancienne. Tic-tac. Chaque battement du pendule résonnait dans ma tête comme un marteau sur une enclume. Tic-tac, s'en va l'année où j'étais la vieille. Tic-tac, arrive l'année où je deviens Aglaé Bertrand. Quand à la télévision on retentit les 12 coups de la Tour Eiffel, tout le monde à table s'est levé avec des verres en main, des sourires préparés. Premier coup, je suis restée assise. Deuxième coup, lentement, sans quitter des yeux le sapin, j'ai pris mon verre de champagne, auquel je n'avais pas touché de la soirée. Troisième coup, le verre froid a brûlé mes doigts. Quatrième, cinquième, sixième. Je sentais qu'à chaque coup, ma colonne se redressait, mes épaules s'ouvraient. 10e, 11e, 12e. La pièce a explosé en cris de bonne année. Hurrah! Et moi, dans ce vacarme, je me suis levé lentement, avec fluidité. Mon dos était parfaitement droit, le menton légèrement relevé. Dans la main, le verre intact, d'effervescent. La fête était finie. Mon nouvel an commençait. Quand le bruit et les félicitations se sont tus, Rodolphe, encore rayonnant d'alcool et de suffisance, s'est tourné vers moi. Il a balayé la table d'un geste comme un général son armée. Et maintenant, ami, la parole à notre chef, notre matriarche. Maman, ton toast. Il m'a fait un clin d'œil sans rien remarquer encore. Pour lui, j'étais parti du décor, du rituel. La vieille mère qui va dire quelque chose de gentil, de sentimental, et on pourra continuer à s'amuser. J'ai levé mon verre un peu plus haut, un silence s'est installé dans la pièce. Les 16 personnes, même les plus ivres, se sont tournées vers moi. « Bonne année à vous tous », ai-je prononcé. Ma voix n'a pas tremblé. Elle a sonné, claire, distincte, et à ma propre surprise, très ferme. Elle a rempli facilement la pièce, et chacun a entendu chaque mot. J'ai décidé de commencer cette année par quelques changements dans ma vie. J'ai fait une courte pause, laissant les mots s'imprégner. Sur les visages, une curiosité polie est apparue. Ma première résolution de nouvel an, ai-je regardé droit sur Rodolphe, concerne ma santé financière. Rodolphe, ces virements mensuels que je t'envoyais s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Je suis sûr que toi et Marine vous en sortirez. Le sourire sur le visage de mon fils n'a pas juste disparu. Il s'est brisé, figé en une grimace hideuse, incrédule. Il a cligné des yeux, comme s'il n'avait pas entendu. Marine à côté a ouvert la bouche, son visage s'est allongé. Elle voulait dire quelque chose, mais je ne l'ai pas laissé. J'ai balayé du regard tous les invités, qui me regardèrent maintenant avec confusion et inquiétude. Mon regard s'est attardé sur la serpillière, seule dans le coin. Ma deuxième résolution, ai-je continué de la même voix calme, c'est de me libérer d'un fardeau trop lourd. Cette maison et ce terrain sont devenus une charge trop grande pour moi. Les entretenir seul à mon âge est dur. J'ai donc parlé à un agent immobilier. Ici, j'ai menti. Je n'avais parlé à personne encore. Mais dans ma voix, pas l'ombre d'un doute. La mensonge a sonné comme un fait irréfutable. Il y a un grand intérêt de la part d'un promoteur. Ils sont prêts à acheter ce terrain pour un bon prix. J'ai décidé d'accepter leur offre. Moi, je déménagerai dans un petit appartement en ville, près de la clinique. Et vous tous, j'ai regardé à nouveau mon fils et ma belle-fille, vous avez exactement 2 semaines, jusqu'au jour de l'an orthodoxe, pour emporter d'ici toutes vos affaires personnelles que vous voulez garder. Dans la pièce s'est installé un silence tel qu'on entendait presque la neige tomber dehors. Un silence absolu, mortel, tintant. Il a duré peut-être 10 secondes, mais il a noyé toute la fête. Puis ce silence a été déchiré par le cri de Marine. « Quoi? Vous ne pouvez pas. Comment vendre? Et mes pivoines? Je les ai plantées pendant 3 ans. Et le sauna? Rodolphe, dis-lui. » Elle s'est accrochée à la manche de mon fils. Rodolphe, blanc comme un linge, me regardait avec des yeux complètement ahuris. Il a avalé difficilement. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu es folle?
Et ta promesse à papa? Tu lui as promis de garder cette maison pour la famille. Pour moi, c'est notre nid familial. » Dans sa voix sonnaient des notes hystériques, larmoyantes. Les invités à table se sont agités, ont commencé à murmurer, à détourner les yeux, mal à l'aise. La fête était tuée. Sur ses ruines commençait le scandale. Et là, regardant son visage déformé par la panique, les yeux de Marine pleins d'horreur non pour la perte du nid familial, mais pour la perte des pivoines gratuites et du sauna, j'ai ressenti une satisfaction. Froide, pure, comme une gorgée d'eau glacée en pleine canicule. Calmement, sans hâte, j'ai porté le verre de champagne à mes lèvres et fait une petite gorgée. Les bulles ont pétillé agréablement sur la langue. J'ai reposé le verre et regardé mon fils. « Tu avais tout à fait raison aujourd'hui, Rodolphe. Il est très important de connaître sa place. » J'ai fait une nouvelle pause, le laissant réaliser mes mots. Cette maison est ma propriété, ce terrain, ma terre, et l'argent sur mon compte est mon argent. Donc, ma place n'est plus à votre service. Ma place est là où je décide moi-même. Et la discussion sur ce sujet est close. J'ai posé le verre sur la table et sans regarder plus personne, je me suis tourné et suis allé lentement vers ma chambre au rez-de-chaussée. Derrière moi, j'entendais les murmures effrayés des invités, les cris de Marine. Oui, elle est devenue folle. Le marmonnement confus de Rodolphe. J'ai fermé la porte derrière moi. Dans ma petite chambre, il faisait calme et frais. Je me suis assise sur le lit et seulement alors j'ai senti que mes mains tremblaient. Pas de peur de libération. Je l'ai fait, je l'ai dit. La pierre que je portais dans la poitrine depuis tant d'années s'est fissurée et à travers elle, en un fin filet, a commencé à s'infiltrer la liberté. La fête pour eux était finie. Pour moi, elle ne faisait que commencer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans le silence de ma chambre. Derrière la porte, la tempête faisait rage. D'abord des cris, puis des supplications. Rodolphe a frappé à ma porte, sa voix passant de l'indignation à la prière. « Maman, ouvre! Parlons! Tu n'es pas sérieuse? Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assise sur le lit et j'ai écouté leur monde habituel s'effondrer. Les invités sont partis vite, presque à l'anglaise. Personne ne voulait être témoin du drame familial. La fête qui avait commencé si bruyamment s'est terminée en fuite honteuse. Bientôt, j'ai entendu qu'ils commençaient à paquer. Pas pour 2 semaines, mais tout. Les sons étaient rageurs, pressés. Les portes des armoires claquaient, quelque chose tombait avec bruit. J'entendais des bribes de leur dispute. Marine sifflait à Rodolphe. « C'est ta faute. Avec ta serpillière idiote. Tu as trop blagué. Maintenant, on vivra sur ton seul salaire. » Et il répliquait « Et toi, qui as eu l'idée? Tu disais toi-même qu'il fallait la remettre à sa place. » Leur querelle ne provoquait en moi que du dégoût fatigué. Je restais dans ma chambre calme et écoutais comment ils emballaient leur agitation, leur avidité, leur irrespect. 2 heures plus tard, la maison s'est tue, la porte d'entrée a claqué. La neige a crissé sous les roues. Ils étaient beaux partis. Je suis sorti de ma chambre. Dans le grand salon régnait le chaos. De la nourriture à moitié mangée sur la table, des assiettes sales, des serviettes jetées. Par terre, de la guirlande. Et dans le coin, comme un monument à leur stupidité, se tenait cette serpillière bleue hideuse. Je l'ai regardée, et pour la première fois de la soirée, un vrai sourire vivant est apparu sur mes lèvres. Je n'ai rien rangé. Je suis juste allé à la cuisine. J'ai préparé un thé fort au thym et me suis assise à la fenêtre. Dehors, le jour se levait. Commençait le premier jour du nouvel an, mon nouvel an. Les jours suivants ont été remplis de silence. Ce silence ordinaire qui est le mien. Mais maintenant, il était différent. Ce n'était pas juste l'absence de bruit. Il était plein de sens. C'était le silence de la liberté. Je savais que leur vie, sans mes 4 000 € et sans la maison de campagne gratuite, craquait de partout. Ça m'était égal. J'avais coupé cette tumeur. Douloureusement, sans anesthésie, mais je l'avais coupée. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, un bruit de voiture a retenti dans la cour.
Je me suis tendu une seconde. Mais ce n'était pas le ronflement de leur voiture étrangère. C'était le bourdonnement discret d'une vieille Peugeot. Sur le perron est montée Sophie, seule, avec un petit sac à dos. « Grand-mère », a-t-elle dit en entrant, « je peux vivre un peu chez toi ?» Elle m'a embrassé fort et j'ai senti fondre le dernier glaçon dans mon âme. Nous nous sommes assises à la cuisine, avons bu du thé. Elle m'a raconté que chez eux, les parents se disputent sans arrêt, s'accusent mutuellement. Ils ont dû mettre la voiture en vente pour payer des dettes urgentes. Les vacances d'été à la mer sont annulées. Ils sont en panique. Ils répètent tout le temps que c'est son héritage, a dit Sophie en regardant sa tasse, que tu l'as privé de son héritage. Mais il a tort. Ça n'a jamais été à lui. C'était toujours ta vie. J'ai pris sa main dans la mienne. Non, Sophie, ai-je répondu doucement. C'est moi qui la récupère. Pour moi. La semaine suivante, j'ai commencé à agir. Je n'ai déménagé nulle part, bien sûr. L'idée de vendre la maison n'était qu'un scalpel que j'ai utilisé pour l'opération. Mais les changements ont commencé. Avec l'argent que je n'envoyais plus à mon fils, j'ai engagé Stéphane, un gars du village, solide, taciturne. Il a réparé le toit qui fuyait sur la véranda, refait la clôture. Coupé du bois pour tout l'hiver. Je le payais et il faisait son travail, simplement et honnêtement. Puis, j'ai appelé mon amie de longue date, Lydie. Nous sommes amis depuis l'université. Elle aussi veuve, vivait seule dans un petit appartement en ville. « Lydie, lui ai-je dit au téléphone, tu ne veux pas venir vivre chez moi ? Il y a de la place, l'air est frais, on passera la vieillesse ensemble. » S'occuper du jardin, boire du thé sur la véranda. Elle s'est tue 1 minute, puis a pleuré et accepté. 1 mois plus tard, elle a emménagé. Et la maison a revécu, mais c'était une vie tout autre. Calme, respectueuse, nous cuisinions ensemble, lisions des livres, nous promenions dans le jardin enneigé. Et j'ai acheté une chose, un petit clochette en argent au son fin et pur. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Et quand Lydie était au jardin et que j'avais besoin de l'appeler, je sonnais doucement. C'était le son d'une demande polie, pas d'un ordre pour du travail servile, comme le symbolisait cette serpillière. L'été est arrivé. La maison de campagne noyée dans les fleurs. Les pivoines de marine qu'elle n'est jamais venue chercher fleurissaient abondamment et effrontément, comme si rien n'était arrivé. Mais maintenant, je m'en occupais pour moi, pour ma joie. Un jour de juin, Sophie est revenue. Nous sommes sortis au jardin. Je lui montrais comment attacher correctement la rose grimpante, une variété rare que j'avais réussi à faire pousser. L'air était empli du parfum des fleurs et du bourdonnement des abeilles. Sur la véranda se tenait un chevalet professionnel neuf avec une grande toile. C'était mon cadeau à Sophie pour la fin de l'année scolaire. Elle peignait notre jardin et ça sortait étonnamment beau. Cette hideuse serpillière bleue n'était plus dans la maison depuis longtemps. Stéphane l'avait brûlée dans le poêle dès son premier jour de travail. Sophie peignait, Lydie somnolait dans le rocking chair sur la véranda, et moi, je regardais mon jardin fleuri, soigné, ma maison remplie d'une lumière calme et de paix, et je pensais que le cadeau cruel de mon fils était en fait une clé. Il ne m'avait pas montré ma place. Il m'avait ouvert la porte derrière laquelle m'attendait le reste de ma vie, une vie où je ne suis plus domestique, ni fonction. Je suis la maîtresse de ma maison, de mon destin et de mon royaume tranquille, fleuri. Et cette paix, ce silence teintant de bonheur, n'ont été possibles que parce qu'une nuit de Nouvel An, j'ai trouvé en moi la force de retrouver ma propre voix. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, mettez un like, s'il vous plaît, et écrivez dans les commentaires si vous ou vos proches avez déjà fait face à un tel irrespect. Votre avis est très important pour moi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Soyez en bonne santé, valorisez-vous et vivez vraiment.